Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je me perds ma tête, je suis fatigué aujourd'hui. J'ai pris sur moi déjà pour faire le point sur le portefeuille crypto de démarrage 100K à peu près, tel que je l'avais prévu. Et puis pour vous faire cette vidéo et vous partager un peu mes réflexions, enfin mes grosses réflexions sur du coup l'état du marché, ce que je fais par rapport à ce portefeuille. Et voilà, vous montrer pas mal de quelques indicateurs que j'ai regardés, quelques éléments que je me suis notés et passer en revue les différentes cryptos qui sont dans ce portefeuille de manière à vous dire ben voilà, comment je effectue mon rééquilibrage et qu'est-ce qui ressort de mes points. Donc on va aller voir du graphique, on va aller voir des indicateurs. Voilà. Donc rééquilibrage de ce portefeuille. Alors là, je vous montre mon Google Sheet, hein. Alors il est assez bordélique, désolé, mais grosso modo, vous avez là la liste des cryptos à gauche, colonne B, avec les pourcentages associés en colonne C. Là, vous avez 74 686 dollars qui ne correspondent pas effectivement à ce que vous voyez là, tout simplement parce que là-dedans, j'ai inclus des choses, disons, en dehors du rééquilibrage, à savoir, j'ai toujours de l'USDT qui traîne, du BUSD, du Ecomi, du XSL Lab et du VVS. Donc ça, je les ai retirés, ces éléments-là. Donc BUSD, USDT, c'est des réserves, mais pour l'instant, je n'ai pas, je ne fais pas d'achat avec ces petites réserves qui me restent. Et donc j'ai retiré ça pour pouvoir faire la pondération au niveau du portefeuille. À noter que j'avais retiré donc le ADA. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je ne sais plus exactement laquelle parce que le ADA, franchement, la tête qu'il avait ne m'inspirait pas trop. Donc là, a priori, il est sur une zone de support assez forte. Néanmoins, j'ai décidé de ne pas me repositionner dessus et plutôt de le remplacer par le BNB parce que le BNB s'est bien comporté et a bien résisté sur cette phase de marché. Bon, avant de passer en revue tout ça, je vais parler un petit peu des indicateurs d'ensemble. Donc, bon, le stock to flow, assez connu au niveau des cryptos. Alors, j'ai vu passer des messages disant le stock to flow ne fonctionne plus, il a échoué. J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens disent ça. C'est pas la première fois qu'ils s'éloignent. Regardez, alors les gens ils disent ça échoue quand ça s'éloigne, quand ça s'éloigne à la baisse. Par contre, quand ça s'éloigne à la hausse, ah bah non, là on dit pas que ça échoue quoi. Donc et pareil, pareil ici quoi. On s'en est éloigné de la même manière ici aussi. Enfin donc bon, ok, globalement ça suit le truc. Après, est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre? Bah non, comme toujours, il faut regarder plusieurs indicateurs pour essayer de se faire une idée du marché. Voilà, donc voilà, stock to flow, ma foi, intéressant parce qu'on est en dessous. Crypto Fear and Greed, toujours dans la peur. Ça c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. Voilà. Si on était à 50, vu la tête du marché, je serais plus inquiet que ça parce que ça voudrait dire qu'on a encore pas mal de marge. On aurait encore beaucoup de marge pour une nouvelle baisse. Et là, bon, je fais un crochet vers le Bitcoin, hein. Hop, voilà. Donc, bon, il reste là pour vous montrer les baisses. Donc, effectivement, là, on a. Hop, je vais ajuster ça. Donc, on a, sans prendre en compte les mèches, donc ça fait moins 30, moins 31% de baisse par rapport, du coup, au plus haut en daily que l'on a connu autour du. Donc, c'était le 9 novembre. Euh, mais bon, ma foi, on reste dans une correction assez classique hein, du Bitcoin. Donc pas plus d'inquiétude de mon côté sur cet aspect-là pour le moment. Néanmoins, il y a quand même des choses dont je veux vous parler. Donc, Crypto Fear and Greed, voilà, le fait qu'on soit dans la peur, pour moi, c'est bien. Ensuite, alors, là-dessus,
Donc ça, c'est des métriques sociales au niveau donc de la crypto. Et il y a un truc que j'ai trouvé intéressant là-dessus et que je voulais vous partager. Alors globalement, bon, bah, le volume de tweets continue à augmenter. On est en tendance haussière toujours de ce côté-là. Les followers, au niveau les nouveaux, nombre de nouveaux followers sur les exchanges crypto, bon, bah, on a connu un pic effectivement hein, le 10 mai. Voilà. Et puis là, bon, bah, on est de nouveau a priori quand même sur une tendance haussière. Alors, ça a rediminué, ça correspond aussi à ce qui se passe sur le marché. Et en fait, voilà, moi, un truc qui m'a interpellé, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas. Alors pareil, hein, New Weekly Twitter Followers of Popular Services, donc CoinMarketCap, CoinGecko, CoinTelegraph, ok. Bon, bah, on a connu un pic, et puis quand même, là, on reste a priori sur une tendance haussière, avec une phase de correction. Hein, c'est même, ça suit le mouvement, les mouvements au niveau du Bitcoin. Et moi, ce qui vraiment, je trouve intéressant, voilà, c'est le nombre de followers Twitter sur les services de data and Research Services. Donc The Block, comme vous voyez, hein, The Block Crypto, c'est celui sur lequel je suis. Messari, qui d'ailleurs a sorti son rapport de prédiction pour 2022, 110 pages. Je n'ai pas encore eu le courage de m'y mettre, mais je compte bien le faire. Et potentiellement, je partagerai des choses sur ma chaîne aussi sur cet aspect-là. Mais je trouvais vachement intéressant de voir que, ben, par contre, ces outils donc, qui vont puiser de la donnée, voilà, s'adressent quand même à des gens qui vont prendre le temps de compiler de l'information, de regarder des éléments factuels au niveau d'indicateurs techniques, et ben, que ces éléments-là, ces comptes Twitter, les followers, et ben, sont en constante augmentation avec un pic là, ben, récemment. Et ça me... Alors, encore une fois, hein, je peux avoir tort, mais la chose logique à laquelle, en tout cas ce qui me paraît logique, ce que je me dis, c'est qu'il y a des gens qui rentrent sur le marché, qui continuent à rentrer sur le marché, et qui sont plus avertis, qui sont bah, des gens avertis tout simplement, des gens qui ont l'habitude d'aller fouiner dans de la data. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Dans un côté professionnalisation du marché. Et ça va aussi dans le sens de ce que je crois, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on a eu une transformation du marché en 2021, que cette transformation continue et qu'on a des gens qui sont plus robustes d'un point de vue expérience, qui rentrent dans le marché des cryptos et qui bouffent du newbie, des requins, hein, clairement des requins. Donc qui vont venir taper, qui vont venir bouffer de la liquidation, venir chercher de la liquidité. Et donc que le marché devient de plus en plus difficile pour les gens les moins expérimentés. Et notamment pour moi aussi, hein, sincèrement, forcément, voilà, le marché se complexifie. Le marché se complexifie et est plus difficilement lisible qu'avant. Voilà, c'est mon avis et je trouvais cet aspect intéressant, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Bitcoin Miner Flows, alors ça intéressant aussi dans le sens où ben, les mineurs de Bitcoin hodl plus qu'ils ne vendent leur Bitcoin et ben, ça c'est plutôt bon signe à mon sens. Le MRVZ Score, bah, comme vous le voyez, il est bas. Alors pas aussi bas que ce que l'on a connu en juin-juillet. Voilà, 22 juillet, il était, ouais. Mais on s'est pris une base, on s'est pris une belle petite baisse. Et alors on est plus proche du vert que du rouge. Ça aussi, je trouve que c'est positif. Ensuite, voilà, je vous partage, ça c'est, alors j'ai pas accès à cet indicateur dans Glassnode parce qu'il faut payer beaucoup plus cher. D'ailleurs, Glassnode, oui c'est vrai, il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer.
Alors, net analyzed profit and loss, ouais, c'est toujours dans les choux. Ils ont un problème avec la récupération des données par rapport à ça, donc on peut pas on peut pas le regarder. SOPR, donc bah, de la même manière, ça c'est revenu on va dire, à un point d'équilibre. Donc c'est pas dans un plus haut aussi, ce qui pour moi est positif. Et puis le pourcentage du supply en profit, là aussi, on est retombé. Donc c'est qu'il y a, bah, on l'a vu, hein, pas mal de gens qui se sont fait rincer. Et ça aussi, c'est positif pour moi. Donc on est revenu à un niveau proche de ce que l'on a connu après, donc sur mai, juin, début juillet. Et pour moi, ça c'est aussi quelque chose de positif. Enfin, voilà, Glassnode, j'ai pas accès à cet indicateur parce qu'il faut payer genre 3 ou 400 dollars par mois et ben, voilà quoi. Moi, je suis juste sur le truc à 39 dollars par mois. Par contre, ça, je l'ai tiré donc d'un article sur Cointelegraph, si je me souviens bien. Et c'est d'ailleurs aussi Alex qui l'a partagé lors de son live de dimanche dernier. Alex de Cointips, je vous invite à aller suivre sa chaîne et puis je fais la pub assez fréquemment. Je n'ai aucun intérêt dedans, mais tout simplement parce que c'est du contenu de qualité. Franchement, vous avez accès à la formation, au live, ouais, c'est du Discord. Cointips, en prenant le Club Invest, c'est vraiment pas cher, c'est quelques dizaines d'euros ou de dollars par mois et franchement la qualité derrière vaut le coup. Donc si vraiment vous voulez vous former, si vous êtes sérieux dans ce marché, je vous invite à aller de son côté. Et donc ce qui était intéressant, c'est le over the counter des achats, donc over the counter, donc en dehors de la visibilité directe des exchanges. Et donc on a eu un sursaut d'achat dernièrement et ça aussi je trouve que c'est positif. Voilà globalement, donc alors ça, c'est un truc dont j'ai parlé déjà. Ah mince, il y a mon micro qui est tombé. Bon, j'espère que ça continue d'enregistrer correctement. Hop, je vérifie. Non, j'ai pas lancé l'enregistrement. J'ai pas lancé l'enregistrement. Ah, mais si, j'ai lancé l'enregistrement. Oh punaise, moi je suis vraiment à l'ouest. Je vous disais que je suis fatigué. Vous savez quoi, je vais le laisser pour vous montrer un peu que c'est pas toujours facile. Donc, je reviens là. Alors, est-ce qu'on est dans la zone piégeuse? Oui, alors ça c'est un truc que j'ai théorisé depuis maintenant plusieurs mois, où je disais que ça serait tellement parfait que on est... alors, voilà, hop, donc... je suis bien en daily, ouais, c'est bon, ok, voilà, on y est. Donc, je me dis, ça, j'en avais déjà parlé, je me disais que c'était tellement parfait si on se remettait à faire un pic et que derrière, se chopait une méchante baisse et que du coup, bah, tout le monde resterait confiant parce qu'on aurait déjà connu une baisse assez violente comme ça. Alors, du coup, ça m'amène à me poser la question parce que le Fear and Greed Index, ben, vient traduire ce que la masse ressent, mais est-ce qu'au final, on n'est pas potentiellement dans le piège, dans ce piège-là, où on se dit « Ah mais non, mais regardez, on s'est déjà pris une grosse baisse et puis ensuite c'est reparti. Est-ce qu'on ne serait pas en fin de compte là-dedans? Voilà. Est-ce que le scénario où moi je pensais que ça pousserait plus loin, et ben en fait non, ça pousse pas plus loin, on est en baisse et puis, puis ça va continuer à baisser et donc là je crois que on reste haussier et que en fait on ne l'est pas, on est peut-être même dans un gros range. C'est la théorie de Benjamin de Cryptelite. Donc voilà, je me suis posé cette question. Alors je dis non a priori car Fear and Greed Index bas. Mais est-ce que c'est vraiment le bon indicateur pour regarder ça? Bon, voilà, question que je me pose hein, de mon côté. Je vous livre mes interrogations comme ça, brut de décoffrage. Deuxième question, double top. Hein. Bah voilà, premier top, deuxième top, et c'est fini. Et c'est fini, et on part en marché baissier. Bah, c'est possible. Hein.
c'est possible. Là, concrètement, ça pourrait y ressembler. Alors, même chose, hein, pour pouvoir corroborer ça, il faut attendre de voir si potentiellement, à un moment donné, on clôture en dessous des 40 000 $. Et si effectivement on clôture à un moment donné en dessous des 40 000 $, il y a des chances pour que ce soit la fin des haricots. Donc, on attend, on patiente. Le S&P 500. Bon, S&P 500, hein, effectivement, alors là, j'ai pas le graphique, hein, je crois pas. Non, je l'ai pas d'enregistré. Mais bon, le S&P 500, on est quand même sur un plus haut. On est sur les excès aussi qu'il y a eu avec la politique monétaire. Donc ça, c'est un danger, hein. On dit, ouais, les cryptos, c'est décorrélé du S&P 500. Je ne trouve pas tant que ça, hein. Ça reste un actif à risque dans un monde global où il y a eu trop d'argent. Et il y a encore trop d'argent. Et ça, c'est clairement un danger. Voilà. Après, par rapport à ça, là aussi, tout le monde parle de crise. Et les grosses crises, elles arrivent vraiment quand personne s'y attend. Et là, aujourd'hui, tout le monde parle de crise, tout le monde parle d'effondrement. Et ça a justement tendance à me conforter à l'inverse, à me dire, si tout le monde le dit, si tout le monde en parle, c'est que c'est pas maintenant, quoi. C'est quand tout le monde est bien haussier et bien greedy que ce genre de choses ont plutôt tendance à arriver. Donc voilà, je me trompe peut-être, hein, mais ça aussi, dans l'idée, je me dis, non, pas tout de suite. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de news dont on rêvait il y a un an. Ça c'est le TF Bitcoin, le Salvador, Visa là qui se met à faire du conseil crypto. Enfin, on a des news dont on rêvait à peine, qu'on n'osait même pas imaginer il y a de ça un an. Et ça me laisse croire que quand même le contexte global reste assez haussier au niveau des cryptos. Ensuite, autre théorie dont je voulais vous parler, c'est Phil de ProIndicator, que je suis depuis plusieurs années, et qui, lui, son avis, c'est que là, aujourd'hui, le modèle du stock to flow ne fonctionne plus, et qu'on est sur un modèle de offre et demande classique. Et que pour lui, c'est fini les gros bear market et les gros bull market au niveau de Bitcoin en tout cas, et qu'on serait plutôt sur un marché qui resterait sur une tendance haussière, alors bien sûr avec des phases de correction, hein, potentiellement ce qu'on est en train de voir là, mais sur plusieurs années. Voilà. Je trouvais intéressant de vous partager ça parce que on a un marché qui se transforme et ça, c'est un truc qui surprendrait potentiellement pas mal de monde. Donc, j'aime bien regarder comme ça les scénarios qui potentiellement pourraient surprendre tout le monde. Et ça me paraît pas déconnant, hein, cette réflexion. Donc voilà. Donc ça, c'était les éléments dont je voulais vous parler. Alors ensuite, au niveau des différentes cryptos que j'ai intégrées dans mon portefeuille. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai rajouté le BNB, pondération de 10%. Donc pour l'instant, j'en ai pas encore acheté. Je vous fais cette vidéo avant de faire les mouvements parce que je manque de temps. J'essaye de me reposer un peu plus là pour récupérer. J'ai accumulé beaucoup de fatigue en fait sur cette année 2021. Une année à la fois extraordinaire et en même temps très très fatigante avec beaucoup de gros sujets à traiter. Loin d'être la plupart du temps très agréable. Alors. J'ai mis des petits commentaires hein, là sur les différentes cryptos que j'intégrais dans mon portefeuille. Alors déjà, l'Ethereum. Alors l'Ethereum, voilà. L'Ethereum, je l'ai surpondéré dans le portefeuille, hein, vous l'avez vu. Voilà, l'idéal dans mon portefeuille serait de 15 000 $ à peu près. Je suis à 25 000 $. Donc surpondération et pour l'instant, je suis je préfère garder cette surpondération. Parce que le marché se cherche encore et on ne sait pas trop dans quel sens il va partir. Hein. Il est tout à fait partir. Il est possible qu'il reparte à la hausse comme il puisse repartir à la baisse. J'ai un biais sur le fait qu'on est dans une correction classique et que ça va repartir à la hausse.
Et je peux me tromper, et comme toujours, il faut prévoir le scénario où on puisse se viander. Donc, de renforcer sur les cryptos, comme vous le voyez, hein, il y a plusieurs cryptos qui sont sous-pondérés dans le portefeuille, et ben, je ne le fais pas maintenant. Voilà, ça reste aligné avec ce que je prévois de faire en termes de rééquilibrage, où je fais un rééquilibrage que j'estime éclairé en regardant aussi quand même les graphiques. Donc voilà, l'Ethereum euh, ben, euh, résiste bien face à cette baisse et je trouve ça intéressant, tout comme le BNB d'ailleurs. On va aller voir le petit BNB. Voilà, non, voilà, ici. Voilà, BNB pareil. Il a d'ailleurs un graphique qui ressemble à ce que fait du côté de l'Ethereum. Je trouve ça vraiment intéressant. D'où le fait de choisir là maintenant de l'intégrer dans mon portefeuille. Bonne résistance, voilà, ordre d'achat, pardon, à 510 $ que je vais positionner. Donc après cette vidéo, si je ne vais pas plutôt aller me reposer tout simplement. Bitcoin, comme je disais, attendre de voir ce que ça donne. Mes zones des 47K semblent résister. Le graphique, alors ça c'est quand même toujours prendre du recul, hein. Hop, on passe en weekly. Voilà, en weekly, on reste haussier, hein. On reste haussier. Voilà, donc là, on est revenu sur cette zone de support et puis on est reparti à la hausse. Donc voilà, là maintenant, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne pour pouvoir avoir une continuation. Mais on a quand même là sur les 3 dernières semaines, donc il faut voir comment clôture cette semaine. Mais on a des mèches, mais ça résiste. Ça résiste. Donc la zone des 47 000 a résisté aux attaques baissières. Le AV, zone de support. Voilà, donc le AAV qui est pondéré à 10% dans le portefeuille. Voilà, hop. Donc, voilà. Alors là, je suis en weekly, zone de support. Alors, zone de support un peu potentiellement en weekly faiblarde. Il va falloir un petit peu voir ce que ça donne. Si je passe en daily, voilà. Donc, en daily, voilà, on voit que ça avait déjà travaillé. Donc, zone de support. Zone de support pas ultra forte non plus. Voilà, moyenne. Allez, moyenne. Voilà, zone de support moyenne. Vous voyez, hein, j'ai mis parfois zone de support forte, zone de support faible. Le Celsius, il est surpondéré. J'ai décidé d'en vendre un peu. Et ce que je vais faire, c'est avec ce que je vais vendre, là, j'ai acheté du BNB. Le DOT, zone de support. Alors, zone de support est surpondérée, donc je vais en vendre aussi. Pareil pour acheter du BNB. Donc on va aller voir le DOT. Voilà. Le DOT, donc sur une zone de support qui me semble, qui a été quand même travaillé un paquet de fois, donc ça me semble assez solide. On va aller voir le DOT versus BTC, ben pareil, voilà, zone de support versus BTC aussi. Néanmoins, surpondération, donc bon, normalement on ne vend pas sur une zone de support. Mais j'ai envie d'avoir un peu plus de BNB, donc je préfère vendre du BNB, je préfère vendre du DOT et garder quand même de l'USDT et l'USD tout court, BUSD en réserve pour pouvoir racheter si effectivement on a une tendance. Alors, à quel moment je pense qu'on repartira en tendance haussière? Je pense qu'on a une zone des 53K. Voilà, il va falloir clôturer au-dessus. On verra bien ce que ça donnera, mais voilà, je surveille la zone des 53K de mon côté. Globalement, grosso modo, autour de 53K. Hein. C'est pas 53K pile poil, mais vous le voyez ici, on a une zone qui a été travaillée, donc de repasser au-dessus des 53K. Je pense que ça sera plutôt bon signe. Et de clôturer aussi, hein, ça c'est important. Ok. Le Uniswap zone de support forte, donc en négatif. Là aussi, un sous pondération, zone de support forte. On va aller voir le Uniswap. Et voilà. Donc on le voit, hein, c'est une zone qui a été travaillée quand même plusieurs fois. 1, 2, 3, 4 fois. Bon, ici très rapidement, donc c'est moins probant à mon sens. Versus Bitcoin. Alors là, c'est moins évident. Bon, ça a été travaillé ici.
Mais c'est moins évident versus Bitcoin hein, quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Zone de support forte, oui, au niveau dollar versus Bitcoin, bon, il y a une zone de support aussi. Ouais, on peut dire que ça reste fort. Matic, ben, je suis en gain. Une des rares, une des rares, donc je vais vendre. Je vais vendre pour pouvoir là aussi racheter du BNB. Theta, Theta, zone de support aussi. On va regarder vite fait le graphique. Voilà, zone de support que j'estime normale, entre guillemets. Cette zone a été travaillée. Donc là, on a eu des mèches qui sont venues taper ici. Là aussi, ça a été travaillé. Et puis, donc, ça le retravaille ici. Donc, zone de support normale. Je ne touche pas. Le FTT, alors FTT, zone de support faible, j'ai noté. FTT se comporte moins bien que le BNB, hein, clairement. Alors, pourquoi j'ai noté zone de support faible? Pourquoi j'ai noté zone de support faible? Ouais, ça a travaillé ici. Ça retravaille là. Ouais, c'est pour ça. C'est que, bon, ouais, éventuellement là, mais très rapidement. Enfin, ouais, concrètement, ça a travaillé ici. Pour moi, c'est pas une super zone de support. On peut aller plus bas. Hein, on peut potentiellement aller plus bas et aller dans cette zone-là. Versus Bitcoin, qu'est-ce que ça donne? Alors, versus Bitcoin, c'est mieux. Versus Bitcoin, c'est quand même mieux. Versus USD, c'est pas glorieux, mais versus Bitcoin, c'est mieux. Bon. De toute façon, alors, d'ailleurs, il est surpondéré. Il est surpondéré, effectivement. Je vais peut-être en vendre. Je vais peut-être en vendre. Je vais me le noter. Vente. Voilà, comme ça. Même chose, toujours au profit du BNB. Alors, d'ailleurs, c'est peut-être là, en l'occurrence, ça va potentiellement à l'encontre du principe de racheter les trucs qui sont en sous-pondération et qui sont sur des zones de support fortes. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour essayer d'avoir un peu plus de résilience dans mon portefeuille et que si on part au sud, je limite la casse. Voilà, c'est aussi clairement l'objectif. Le cake. Donc le cake, zone de support forte, j'ai noté. Ouais, ça a quand même bien travaillé plusieurs fois cette zone. Voilà, versus USDT et versus Bitcoin. Eh ben, on est sur une zone de support aussi. Bon, moins prononcé que sur versus USDT, mais pour ma part, voilà, j'estime que c'est une zone de support forte. Donc d'ailleurs, ouais, là il est quand même, il y a eu un, bon, il est reparti comme pas mal de crypto, hein, donc, mais versus BTC est quand même reparti. Là, il nous a refait une petite hausse. Ouais, il nous a repris un petit plus 18%. Donc, c'est bon. C'est quand même une zone qui a été venue taper et qui a été tapée et rejetée plusieurs fois. Hein. Vous le voyez ici, mèche. Là, c'est venu clôturer, taper aussi ici. Et là, ça travaille bien aussi. Donc, bon. Donc, de toute façon, pas de mouvement sur le cake. Le GRT, The Graph, je ne bouge pas non plus. Zone de support, on va aller le voir rapidement. Voilà, ouais, zone de support. Ouais, ça a travaillé ici, travaillé quand même ici aussi. Ici aussi, j'aurais pu même dire qu'elle était forte cette zone. Elle a été quand même travaillée un paquet de fois. Donc bon. Le link. Le link. Link, ça a été travaillé alors forte en regardant. Alors, je vais aller voir quand même versus BTC. Versus BTC, ouais, on est vraiment sur une zone de support forte. Hein. Donc, bon, voilà, pareil, je ne bouge pas au niveau du link. Et puis le SNX, alors le SNX, lui ouais, il a pas une bonne tête. Hein. Il n'a pas une bonne tête. Voilà, regardez ça. Potentiellement zone de support.
Alors, il y a ici, là, ce plus bas de juin qui a été cassé, concrètement. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on est sur... où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il n'y a pas encore du potentiel de baisse? C'est possible. C'est possible et je crois que c'est d'autant plus... Si on va voir avec versus Bitcoin, qu'est-ce que ça donne? Alors, versus Bitcoin, ouais, ben là, versus Bitcoin, là, il est arrivé à un niveau où il pourrait très bien encore baisser, hein. Il pourrait très bien encore baisser. Donc bon, SNX, voilà, pas de rachat non plus. De toute façon, j'ai expliqué déjà hein, l'objectif. Et puis voilà, le BNB. Le BNB. Alors, juste pour explication là, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, bah, entre ce qu'on note dans Delta avec les frais qu'il y a, etc., bah, il y a toujours des petites différences. Donc, du coup, j'ai fait un point par rapport à ça. Bon, le VVS, je le stack. Donc, du coup, il y en a en plus, mais je ne l'ai pas rajouté dans Delta. Mais c'était juste pour faire un point de mon côté entre le réel et ce qu'il y a dans Delta. Donc globalement, j'ai un peu plus en réel que ce qu'il y a dans Delta. Donc bon, je n'ai pas corrigé pour le peu que ça représente. Mais j'ai fait un petit point de ce côté-là, parce que comme je note tout manuellement dans Delta, bah, parfois je fais des erreurs, tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas, commentaires, like, partage. Et puis dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, hein, vous aussi. Quel mouvement vous faites? Est-ce que vous êtes... Alors, je sais qu'il y en a plusieurs déjà qui m'ont répondu en commentaire dans d'autres vidéos. Euh, voilà, globalement, en fait, ouais, le gros point qui m'inquiète, hein, c'est l'économie, la finance globale. Voilà. Si ce serait uniquement crypto, il y a quand même pas mal de choses qui aujourd'hui sont positives. Les news, les indicateurs techniques que je vous ai montrés, tout ça pour moi c'est positif. Après, ben, il y a le risque systémique mondial. Mais là aussi, comme tout le monde en parle, eh ben, j'ai tendance à penser que c'est justement quand personne en parle et que personne s'y attend que ça arrive. Voilà. Si tout le monde en parle, c'est que c'est plus ou moins déjà pricé par le marché. C'est mon avis, encore une fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous pensez différemment ou si vous êtes d'accord avec moi. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.